très rapidement, puisqu'il nous reste 5 minutes, je vais essayer de vous poser des questions un peu rapides avec avec des réponses un peu rapides. Pour Hélène, il y a beaucoup de questions sur les AINS qui encore suscitent pas mal d'interrogations. Quid de l'association AINS corticoïdes? On fait beaucoup de dexaméthasone. Il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça. Alors, la littérature montre que, donc je vais être très rapide, que le bolus qu'on fait de dexaméthasone pour les préventions de NVPO, et si on fait des AINS à un patient, eh bien, on n'a pas de risque et on a un bénéfice analgésique. Donc, il y a un intérêt à faire le bolus de DEXA que l'on fait plus des AINS. Super. Une question sur l'AMM. Quelle est l'AINS qui a l'AMM chez les enfants de moins de 3 mois? Eh bien, je n'ai aucune idée parce que je ne fais pas de pédiatrie depuis au moins 15 ans, donc je ne peux pas répondre à cette question. Non, moi non plus, je ne sais pas. Une question sur l'allergie croisée. Est-ce que si on a une allergie cutanée à l'ibuprofène, on peut donner du kétoprofène? Est-ce que les allergies sont par classe thérapeutique ou bien par molécule? Je ne suis pas expert, mais la seule chose que je sais, c'est que les deux AINS les plus utilisés en France, qui sont l'ibuprofène et le kétoprofène, sont très très proches, sont des molécules qui sont très très proches, et que donc, à mon avis, si on est allergique à l'un, on est allergique à l'autre. Une dernière question qui a été posée plusieurs fois. Quand est-ce qu'on considère qu'un ulcère gastro-duodénal est guéri et qui permet donc une prescription d'AINS? C'est-à-dire que quand le gastrologue a considéré qu'il était guéri, j'ai envie de répondre, et que si on a un doute, on peut prescrire des inhibiteurs de pompe à protons avec les AINS, il n'y a pas de souci. Ça a été largement montré que ça diminuait les risques. Donc, mais encore une fois, les risques d'ulcère gastrique, ils sont quand on fait une prescription au-delà de 5 jours. Il n'y a jamais eu dans la littérature, il n'y a rien sur des prescriptions courtes de moins de 5 jours. Mais chez quelqu'un qui a eu un ulcère ou qui a un antécédent d'ulcère et qu'on est un peu frileux, on met un inhibiteur de pompe à protons, il n'y a pas de souci. Quand il y a une chirurgie un peu hémorragique en péropératoire, est-ce qu'on peut quand même se permettre de donner un AINS à la fin, un analgésique? Oui, alors pour moi, le risque, il n'est pas hémorragique. Le risque, il va être sur le rein. Et donc la question, c'est est-ce que votre chirurgie, elle a été franchement houleuse sur le plan hémodynamique et que le rein va déjà souffrir du choc, entre guillemets, hémodynamique ou des variations hémodynamiques péropératoires. Là, peut-être qu'il ne faut pas faire d'AINS parce que vous risquez d'aggraver la souffrance rénale. Mais le risque, il est là. Le risque, il est sur le rein parce que vous avez eu une chirurgie pendant laquelle le patient était instable hémodynamiquement parce que ça a beaucoup saigné. Mais le risque, il n'est pas sur le saignement. Ok. Une question, je crois que tu avais travaillé là-dessus d'ailleurs, sur la dose. Est-ce qu'il faut faire le bolus avec la dose la plus importante possible? Est-ce qu'il vaut mieux étaler sur les 24 premières heures plusieurs doses à répétition? En gros, je pense que c'est sur le kétoprofène. Non, en fait, j'ai pas travaillé sur ça. Je sais pas en fait. Je ne sais pas répondre à cette question en termes sur les doses. Il y a des papiers sur le paracétamol sur les doses, mais sur les AINS, je sais pas. Ok, d'accord. Une question pour Valéria. Quelle est la tolérance à dose équianalgésique entre les plus faibles et les morphiniques forts? En gros, si on a la même efficacité analgésique entre une prescription de tramadol et d'opiacés forts, quel sera le groupe qui aura la meilleure tolérance? Je n'ai pas vu, désolé, des papiers sur ça, mais on peut dire à dose analgésique, on a des effets secondaires identiques. À dose équianalgésique, les effets secondaires sont identiques. Nous a montré sur l'ambulatoire, là, c'est super intéressant puisque c'est vraiment un vrai problème, la prescription d'opiacés en ambulatoire. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Tu crois que ça va arriver quand, ça Écoute, ce qui est prévu, si ça avance bien, c'est avant l'été, en juin. Comment? Avant l'été. Bon, super.
une bonne nouvelle. Une dernière question, je suis obligé de réduire. Désolé pour ceux qui n'auront pas leurs questions posées, mais il nous reste plus beaucoup de temps pour accès. Et est-ce que il faut s'intéresser au profil psychologique des patients qui prennent des opiacés ou qui ont déjà des expériences d'opiacés avant des prescriptions post-opératoires? Est-ce que ça va influencer leur perception après de la douleur et de la... C'est-à-dire, est-ce qu'il faut identifier dans la population des patients déjà chroniquement sous opiacés des profils particuliers, c'est ça? Est-ce que les profils de tolérance préopératoire permettent de prédire le post-op? En termes de tolérance d'effets indésirables, et de ressenti de satisfaction, de ressenti psychologique. Alors, il y a quelque chose à gratter dans le préopératoire. Alors, un patient qui est déjà sous opiacé, c'est un patient qui est vulnérable, comme les appelle Valéria. C'est un patient qui est plus à risque. Le risque, ça va être la manipulation périopératoire des opiacés. Est-ce qu'on s'attend à ce que la chirurgie règle le problème douloureux ou pas? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une acutisation de la douleur en post-opératoire ou pas? C'est assez spécifique, en fait. Je pense que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de considérer un traitement antalgique pour une indication opératoire. Je pense qu'il faut réintégrer le profil du patient dans l'évaluation globale, c'est-à-dire que souvent on entend c'est une PTH, on va lui faire ça. C'est un hallux valgus, on va lui faire ça. Voilà, je pense que maintenant il faut absolument intégrer le profil du patient. Alors effectivement, comme tu dis, il faut évaluer son profil et ça c'est encore un peu précoce pour pouvoir définir des profils de patients bien précis chez lesquels il faudra faire tel ou tel traitement ou maximiser tel ou tel traitement. Là, on en est plus à découvrir qu'il y a des patients qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, pour des raisons qui sont très certainement complexes. Dès qu'on s'adresse au cognitif, ça devient beaucoup plus compliqué. On est à la frontière avec les compétences des psychologues, compétences qu'on a clairement pas. Nous, il nous faut des échelles faciles à manipuler. On a vu ça avec les échelles d'anxiété comme la PAIS, où on peut identifier des patients qui doivent avoir une prise en charge un peu différente. On développe des stratégies de communication thérapeutique, d'hypnose. Pour la douleur, j'ai l'impression que ça va être un peu la même chose. Le catastrophisme, c'est une échelle qui est assez pertinente. Il commence à y avoir de la littérature là-dessus. Maintenant, quelle est la stratégie la plus adaptée pour ces patients? C'est pas encore évident. Là, on vient de terminer les inclusions d'une étude sur le cathé périnerveux analgésique et on identifiait justement en pré-op les patients qui avaient un catastrophisme. Et on a des résultats très surprenants. C'est-à-dire que les patients qui avaient un catastrophisme élevé réagissaient assez mal au cathéter périnerveux, pourtant, alors qu'ils avaient une meilleure qualité de l'analgésie. Mais peut-être que le fait d'avoir un device sur eux électronique qui leur rappelait que c'était là pour traiter leur douleur, augmentait leur anxiété et augmentait leur perception de la douleur, alors même que leur niveau douloureux était plus faible. Donc c'est en cours, on y travaille et il y aura bientôt du biscuit là-dessus. Super, merci beaucoup. Il est 22h02. On va rendre l'antenne. Je vous remercie tous les trois. Les topos, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites et j'espère que ceux qui ont eu le courage de rester avec nous jusqu'à cette heure tardive, ont trouvé leurs attentes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci Hélène. Merci. Merci.